Bonjour, donc Bonjour. j'ai le plaisir de recevoir Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Tout le Annonce, plaisir est pour moi. merci, plaisir partagé. Annonce hier du plan pauvreté d'Emmanuel Macron, réaction à chaud sur en général. Un pauvre plan de pauvreté. Bon, d'abord, première réaction, c'est une politique, la politique d'Emmanuel Macron, qui crée de la pauvreté, qui crée de plus en plus de pauvres. Donc on se dit qu'à partir du moment où il y a de plus en plus de pauvres dans le pays, il faudrait beaucoup d'argent. En réalité, on voit quoi? Ça va être 2 milliards par an, dont 1 milliard qui sont du redéploiement. Et juste un titre de comparaison, puisque je suis à la commission finances, l'an dernier, les cadeaux fiscaux aux plus riches de nos concitoyens actionnaires, c'est 9 milliards. 9 milliards pour quelques milliers de personnes, 2 milliards pour des millions de pauvres. Donc on voit bien que déjà, c'est un déséquilibre. Et puis pour le reste, c'est surtout des effets d'annonce. Par contre, il y a une chose qui n'est pas effet d'annonce, c'est des mesures coercitives toujours plus importantes pour ceux qui touchent le RSA, d'obligation de prendre une activité. Et donc quelque chose qui s'apparente plus à de la charité qu'à des mécanismes de solidarité tels que nous l'entendons. Bien, et on est dans le village de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un des acteurs de la mise en place des outils de lutte contre la pauvreté. En parallèle, disparition des contrats aidés, suppression des contrats aidés, donc des personnes qui accompagnent les gens dans le besoin, mais également des tremplins pour l'emploi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation et cet accompagnement? Déjà faire exactement l'inverse de ce qui est fait, pour commencer. Bien, maintenant en termes de j'allais dire, de solutions, ça serait d'arrêter les politiques d'austérité, parce qu'elles ont un corollaire. Vous l'avez dit, par exemple, elles assèchent les budgets des collectivités territoriales, qui dans le même temps se voient effectivement supprimer des contrats aidés. Bon, les contrats aidés, ce n'était pas la panacée. Bien sûr que non. Bon, bien sûr, on est d'accord. C'était quand même mieux que rien. Et on s'aperçoit que pour beaucoup d'associations, de collectivités, d'écoles, etc., de personnes en situation de handicap, c'était véritablement une nécessité. Donc c'est déjà, pour commencer, le plus grand plan de licenciement global de la Ve République. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut relancer l'activité, arrêtons les politiques d'austérité, redonnons du dynamisme, arrêtons les suppressions de postes de fonctionnaires et autres. Ça, c'est déjà un premier plat. Deuxièmement, remettons de l'argent dans les salaires au lieu de le mettre dans le capital pour qu'il y ait plus de pouvoir d'achat. Ça, c'est du côté activité. Réduisons le temps de travail. Il faut réduire les richesses et partager les richesses et réduire le temps de travail. Sans précarité, bien entendu. Bien sûr, sans précarité, avec le CDI remis comme le socle de notre projet social. Et puis, j'allais dire qu'il y a un autre pendant, qui est l'idée qu'il faut faire en sorte que les salariés qui sont des citoyens restent des citoyens dans l'entreprise. Donc là, effectivement, tout le développement de l'économie sociale et solidaire, les projets de COP, là j'entends nos amis qui parlent de... J'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Ça va revenir. Voilà, des amis de Aubagne qui... Sur Scopti. Voilà, alors que j'ai longtemps participé à leur lutte. Bon, on voit bien qu'il y a des projets possibles de reprise par des salariés. Donc tout ça, il faut l'appuyer. Et donc il faut des moyens pour les appuyer. Ça veut dire aussi autre chose. C'est qu'au lieu de mettre de l'argent dans le CICE, pour des entreprises à hauteur de 20 milliards à peu près par an, sans contrainte, sans critères, on ferait mieux d'avoir des critères. Et le critère numéro 1, ça pourrait être justement de privilégier l'économie sociale et solidaire. Et donc la loi Pacte qui est en discussion en ce moment pourrait être infléchie largement sur l'économie sociale et solidaire, voire sur le social tout court. Oui, enfin je crains que malheureusement ça soit exactement à l'opposé de ce que veut... Là encore. Voilà, l'idée là c'est comme ils disent, libérer les énergies. On sait ce que ça veut dire, libérer les énergies. C'est en réalité toujours moins de règles, toujours moins de lois qui protègent les salariés. Bien, ça ne crée pas d'emploi. La preuve, les chiffres économiques sont très mauvais en ce début d'année 2018. Et pour cause, c'est que cette politique, on la connaît depuis 30 ans. Elle crée du chômage, beaucoup de bénéfices, mais du chômage. Et cette loi Pacte accompagne. Alors, c'est quoi la singularité de cette loi Pacte? C'est d'abord un espèce de gigantesque fourre-tout. Ils mettent plein de choses dedans. Les privatisations, ADP, la Française des Jeux, etc. Ça, c'est une part. Et puis, l'autre part, j'allais dire, tout aussi condamnable, c'est de trouver les moyens d'en finir avec les seuils qui faisaient que, au-delà d'un certain nombre de salariés, on était obligé
d'assurer une certaine représentativité des salariés. Donc, quelque part, la loi Pacte, c'est l'accompagnement de la loi Pénicaud. La loi Pénicaud, c'était on inverse les normes, c'est-à-dire que c'est plus la loi qui donne le là en France et des accords d'entreprise qui peuvent être supérieurs à la loi, c'est les accords d'entreprise. Et là, c'est la suite, c'est-à-dire que dans les entreprises, les salariés vont être eux-mêmes mis en difficulté et en situation de faiblesse en termes de représentativité. Donc évidemment, c'est une machine en réalité à affaiblir le salariat. Alors on a parlé de Scopti, là, ils sont juste à côté sur la tribune. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme conclusion de cette belle expérience? Parce qu'il y a le côté économie sociale qui est une belle chose, ok, mais il y a aussi une question de lutte et de victoire sur un gros morceau. Bien sûr, déjà une chose, c'est que quand on supprime la gabegie des actionnaires, quel que soit le domaine, que ce soit dans le cas d'une entreprise qui fabrique du thé, des tisanes, etc., ou dans les autoroutes, déjà on économise pas mal d'argent, hein, parce que on le sait, c'est de l'argent qui ne va même pas dans l'investissement, ou très peu, et qui va dans des bénéfices non investis. Bon. Deuxième leçon, c'est que les mieux placés en réalité pour savoir ce qu'il faut faire dans une entreprise, c'est souvent les salariés. Voilà, très souvent les salariés. Bon, et donc, la leçon là, c'est que cette entreprise est viable, avec des réseaux, des circuits courts, avec là aussi des réseaux qui appuient, des réseaux de distribution liés à l'économie sociale et solidaire. Et pas que militants. Hein, et pas que militants. Et pas que militants, bien sûr. Donc c'est viable. C'est ça la grande leçon. C'est que l'économie sociale et solidaire, c'est pas juste, j'allais dire, un ajout moral, quelque chose qui serait une appendice morale au capitalisme. C'est que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Et que donc, c'est la grande leçon. Quand vous enlevez les détenteurs du capital, enfin quand vous enlevez le pouvoir exorbitant aux détenteurs du capital, vous pouvez avoir des entreprises qui fonctionnent mieux, avec des conditions de travail meilleures, avec des conditions de respect des salariés meilleures. Et en général, on l'observe, hein, c'est que quand vous faites ça dans une société, le travail n'en est que mieux fait. Tout à fait. Alors, on est dans le village de l'ESS, là, il y a plusieurs mutuelles. Dans les idées avancées par le parti de gauche à l'époque, la France Insoumise en partie en tout cas, il y avait la question de la protection sociale, à 100% bien entendu. Qu'est-ce qu'on leur dit aux mutuelles dans ce nouveau paysage? Vous le savez, notre projet, c'est de tout rapatrier sur la sécurité sociale, avec les salariés des mutuelles. L'idée, c'est pas de laisser sur le carreau des salariés des mutuelles. Déjà, la question de l'emploi est réglée, voilà. C'est déjà bien. Mais c'est vrai que dans notre programme, on prévoit un 100% remboursé par la sécurité sociale. Bon. C'est vrai aussi aujourd'hui que les mutuelles, c'est cher pour les salariés, pour les citoyens en général, et que donc c'est un système qui, je n'attaque pas forcément l'esprit mutualiste, mais en appendice de la sécurité sociale, manifestement, on est arrivé à un système qui coûte très cher. Qui est à réformer, mais réformer dans le sens d'un remboursement à 100%. Voilà vers quoi on souhaite aller. D'accord, donc ça va rajouter, ça va éclaircir peut-être un peu certaines discussions qu'il y avait dans les milieux mutualistes. Bon, demain, c'est les élections européennes. Alors je ne vais pas rentrer dans la discussion des négociations, ce n'est pas le propos. Mais... Il n'y en a pas alors. On va pas le dire. Discussion, l'Europe, c'est un vrai grand niveau pour l'économie sociale et solidaire et pour l'entreprise en général. Qu'est-ce qu'il faut infléchir là encore sur cette politique européenne? Écoutez, déjà, il faut partir de quelque chose de fondamental. C'est qu'on ne peut rien changer dans l'Union européenne si on ne sort pas des actuels traités. Et donc si on ne remet pas à plat pour en négocier des nouveaux. C'est pas possible. Tous ceux qui disent l'inverse sont des menteurs. Je suis désolé de le dire. Tous nos amis progressistes qui disent mais si on peut essayer d'arranger les choses. Bon, on a 30 ans d'histoire où certains l'ont essayé. Par exemple, prenez les sociodémocrates dans les années 80. Leur idée, c'était de dire il faut absolument une Europe. Et puis après, quand on sera majoritaire dans l'Europe, on se débrouillera pour la transformer en Europe sociale. Bon, à la fin des années 90, ils détenaient à peu près tous les gouvernements des pays les plus importants. Et c'est eux qui ont changé. On a vu que rien n'a changé. Donc, il faut partir de l'autre point de vue, c'est-à-dire il faut sortir des traités. Ça, c'est la condition. C'est la condition qui permettra, par exemple, d'en finir, d'avoir une harmonisation fiscale. Là, on parle, par exemple, lundi, à l'Assemblée, débute la loi évasion fiscale. Bien. Bon, il y a quelques progrès que permet le gouvernement, mais vraiment très peu par rapport à l'ampleur du problème. Mais surtout, on ne touche pas le principal souci. C'est que tant que vous êtes dans un espace économique de libre-échange et que vous n'avez pas d'harmonisation fiscale, c'est une course au moins 10 ans fiscal. C'est une course à l'optimisation.
c'est un exemple. C'est vrai aussi un autre exemple sur le fait que la Banque Centrale Européenne devrait plus être indépendante. C'est-à-dire qu'elle devrait prêter directement, par exemple, aux États et non pas à des banques qui elles-mêmes, comme ça a été le cas avec la Grèce, j'allais dire, se font du beurre sur déjà une dette souveraine qui est très importante, etc., etc. Bon, vous voyez, autant de mesures, y compris sur le terrain écologique, où par exemple, cette nuit, dans la nuit de vendredi à samedi, nous avons essayé d'interdire le glyphosate dans les 3 ans. Ça s'est joué à peu de choses, 8 voix. 8 voix, vous vous rendez compte? Dommage. Oui. Voilà. Qu'est-ce que nous dit En Marche? Ils nous disent, on avance à petits pas et pour l'instant, ce qu'on a obtenu au niveau européen, c'est le fait que on a une autorisation qui court 105 ans, puis dans 5 ans, on verra. Mais vous voyez bien que ce n'est pas tenable face à un poison comme le glyphosate. Donc il faut rompre. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de dire que si on veut construire notre projet européen, il faut sortir des traités et il ne faut pas hésiter à désobéir. D'accord, on parlait du ministère de la Transition écologique et solidaire. Je suis nantais, donc j'ai un proche qui est arrivé, alors proche territorialement. Le départ de Nicolas Hulot, comment vous l'avez traduit Bah, écoutez, je pense qu'il est surtout intéressant pour les raisons avancées par Nicolas Hulot. Parce que il n'a pas Macron, le gouvernement a essayé de psychologiser un peu son départ, d'en faire une affaire personnelle, un idéaliste qui ne pourrait pas suivre le rythme de la politique. Mais c'est pas ça qu'il a dit Hulot. Hulot a dit côté pesticides, zéro avancée. Côté artificialisation des sols, zéro avancée. Côté énergie renouvelable, zéro avancée. Et plus encore, le système que défend ce gouvernement est celui-là même qui provoque aujourd'hui la détérioration du climat. C'est la critique que nous faisons, c'est une critique radicale. Bon, manifestement, le gouvernement n'a pas très bien compris le coup de semonce et continue la même politique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ils ont trouvé l'opportuniste qu'il leur fallait, c'est-à-dire François de Rugy. Je pense que vous parlez de François de Rugy. Oui, oui. Voilà, moi j'avais dit avant, celui qui sera nommé sera le plus opportuniste des gens venus de l'écologie, bah, c'est François de Rugy. Alors pour finir, une dernière question qui est compliquée, je l'avoue. L'économie sociale est rattachée pour partie au ministère de l'économie, c'est plutôt les coopératives et les assurances. Une partie à la transition écologique et solidaire. Demain, la France insoumise se retrouve au gouvernement, ce qu'on vous souhaite. Où est-ce qu'on la met, l'économie sociale et solidaire, selon vous? Pas simple, hein, jamais simple comme question. Alors là, vous me posez une question colle à la fin, c'est pas... Ça n'engagera rien, hein. Non, c'est mais juste... là, je vous réponds Il faut qu'un gouvernement réponde aux fonctions. À mon avis, c'est quand même du côté d'un grand ministère de l'économie et de l'emploi. C'est ça qu'il faudrait. Bon, ça ne veut pas dire qu'après, vous n'avez pas, j'allais dire, des missions transversales avec effectivement l'écologie, avec aussi, par exemple, l'aménagement du territoire, la cohésion territoriale. Parce que moi, je suis très en pointe pour essayer, enfin pas essayer, on va le faire, de lancer des rencontres nationales des quartiers populaires le 18 novembre à Épinay sur ma circonscription, puisque nous estimons que sans les quartiers populaires, on ne fera pas de révolution citoyenne. Bon, bah, c'est vrai aussi que l'économie sociale et solidaire a sa part à prendre dans les quartiers populaires. On le voit bien en termes de création d'emplois et d'emplois, j'allais dire, non seulement pérennes, mais modèles. Bon, voilà, vous voyez bien que ça touche des différents aspects. Et puis, je pense qu'il faut vraiment que ça se développe. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.